Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon bilan lecture du mois de juillet. Donc il faut savoir que j'en ai pas lu énormément sur ma pile à lire. Il m'en reste 4 à lire sur ma pile à lire. Voilà. Et en fait, si j'ai pas su tout lire, c'est tout simplement parce que début du mois de juillet jusqu'aux environs du 20, j'avais tous les jours des migraines. Mais vraiment tous les jours des migraines qui me venaient des fois le matin et restaient toute la journée, ou parfois n'étaient là que le soir. Il faut savoir que certaines fois, eh bien, donc certaines fois en fait je ne lis que le soir. Donc avec les migraines, vous vous doutez bien que je pouvais pas lire. Voilà. Mais c'est pas grave parce que j'ai lu ce que je voulais réellement lire. Enfin, il y en a deux que je voulais aussi réellement lire dedans, mais et que j'ai pas lu, mais je les ai remis au mois d'août, donc je les lirai quand même, pas de souci. Je vais d'abord commencer par vous en présenter deux qui ne m'appartiennent pas et qui appartiennent à ma petite sœur. Donc il faut savoir que le premier je l'ai lu début juillet, le deuxième mi-juillet, enfin mi-juillet avant le 15 parce que je les ai rendus le 15. Mais je vais vous les présenter l'un après l'autre, comme ça c'est plus facile pour moi au montage quand il faut intégrer l'image. Voilà, donc je vais me décaler un petit peu. Et donc il faut savoir que début du mois j'ai lu Sweet 16 de Annelise Ortier. Donc c'est un livre qui parle de la fin de la ségrégation aux États-Unis. Ne me demandez plus l'année, je ne sais plus. Si vous avez suivi vos cours d'histoire, vous les retrouverez facilement. Donc dedans on va suivre deux points de vue. Donc, le point de vue d'une des étudiantes noires qui intègre un lycée blanc et le point de vue d'une jeune fille blanche qui voit arriver dans son école des étudiants noirs. Voilà. Où en fait leurs points de vue vont finir par se regrouper et penser exactement la même chose, mais voilà. Et en fait quand je lui suis terminé le livre, je me suis dit pourquoi pourquoi est-ce qu'on nous a pas fait lire ça à l'école? Parce qu'il faut savoir que ça soit en français, en fait en français ils nous faisait lire toujours plein de livres, beaucoup que j'ai encore ici ou quelque part chez mes parents ou quelque part comme ça, voilà. Et je trouve ça dommage en fait qu'on n'ait pas abordé ce sujet-là. Enfin si on l'a abordé, la ségrégation, voilà, on l'a abordé. Mais j'aurais aimé vraiment lire ce livre-là à l'école parce que je pense qu'on aurait mieux compris en voyant une histoire vraie racontée de cette manière que par des écrits faits par des historiens. Voilà, malheureusement. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 4 sur 5. J'essaierai d'intégrer dans la vidéo les notes en fait des livres au fur et à mesure que je présente. Et donc j'ai vraiment bien aimé. C'est comme en fait, vous voyez ma petite soeur, elle a lu ça dans le cadre de son cours. Moi non. Donc je me dis, les mentalités évoluent. Enfin les mentalités ça évolue quand même parce que je me dis que peut-être que dans quelques années on aura une partie intégrante du cours d'histoire sur la ségrégation. Et on fera lire ce livre-là. On travaillera ce livre-là. J'espère que ça arrivera comme ça un jour. Parce que moi j'aurais aimé que mon cours d'histoire se passe comme ça. Parce que vu que j'adore lire, j'aurais été tout de suite beaucoup plus attentive. Surtout que nous on n'appelait pas ça histoire, mais sciences humaines. Voilà. Cherchez pas à comprendre les matières belges. Voilà. Enfin les matières belges dans la section éducation, bien sûr. Parce que ça change suivant les sections. Vous voyez. Certains avaient histoire géo, tel que, voilà. Nous on avait sciences humaines où on voyait un peu tout. Voilà, donc ensuite je vais vous parler de Affaires et séduction de Charlotte Rodriguez, qui est sortie donc chez Harlequin cette année ou l'année passée, je ne sais plus. Donc dedans on va suivre deux histoires qui vont... Une qui est compagnon de l'autre. Donc dans la première histoire on va suivre un couple, enfin on va suivre d'abord une femme qui en fait depuis qu'elle travaille dans le... je ne sais plus, bravo. Dans le bar avec son voisin, est tombée amoureuse de lui, mais lui ne le sait pas. Lui en fait est un homme qui couche partout, tout le temps, tous les jours, avec une femme différente chaque nuit, bien entendu. Voilà. Et donc on va suivre cette histoire-là où il va se passer plusieurs choses différentes, etc. Où ils vont finir par se rapprocher tous les deux. Et voilà. Et à côté, on va suivre donc le meilleur ami de Machu, je pense qu'il s'appelle, et la meilleure amie de la
personnage principal, mais je ne sais plus son nom. Voilà. On va les suivre tous les deux qui vont se voir, etc. Et en fait, Steve est le même que Matthew, c'est-à-dire que c'est un mec qui couche partout. Mais il faut savoir que l'amie de Natasha, voilà comment elle s'appelle, celle qui sort avec Steve, Natasha n'est pas du genre non plus à s'attacher. C'est-à-dire qu'elle préfère également avoir des coups d'un soir de temps en temps. Voilà. Mais en fait, j'ai pas trop aimé parce que je lui ai mis la note de 3 sur 5. Alors en soi c'est bien, mais c'est malheureusement trop cliché et c'est ce qui se passe dans énormément d'histoires sorties Charles-Quint. Attention, Charles-Quint, pas dans la collection H, dans la collection VH ça va, mais Charles-Quint en général je trouve ça trop cliché et c'est exactement ce qui s'est passé. Je trouve ça trop cliché et je saurais pas vous dire pourquoi exactement c'est cliché, mais j'aurais aimé autre chose. Donc ensuite, juste après Sweet 16, j'ai lu Child of Magic, donc de V. Schwab aux éditions Lumen. Et il faut savoir que ce livre, j'en avais énormément entendu parler. Que ce soit ce tome-là ou le tome 2 que je compte m'acheter également. Et je peux vous dire que ce tome 1 est un coup de cœur, les amis. Oui, un coup de cœur. C'est parce que j'ai été happée par l'histoire de Kel et de Lila. Par l'univers un peu unique en son genre, on va dire. Parce que c'est pas dans tous les livres qu'on voit 4 Londres différents avec 4... c'est 4 Londres. Ouais, 4 Londres, dont un qui a pas du tout de magie, un deuxième où la magie, donc le Londres de Kel, où c'est le Londres rouge, où c'est la magie qui, voilà, il y a beaucoup de magie. Le Londres gris, où en fait les gens se battent pour avoir de la magie, et le Londres noir qui a été détruit par la magie, voilà. Et donc on va suivre l'histoire de Kel qui lui est un émissaire dans tous les Londres, qui va voir les familles royales à peu près dans tous les Londres, ou bien sûr dans le Londres blanc, donc le Londres de Lila qui ne possède pas de magie. Il n'y a que la famille royale qui est au courant que la magie existe, voilà. Et donc il faut savoir que le noir, il n'y a plus personne qui a lien avec lui, donc les seuls Londres où Kel peut se rendre c'est le gris ou le blanc. Donc étant donné qu'il y a le blanc, le rouge, le gris et le noir, voilà, si c'est bien comme ça que ça se représente à peu près. Je sais bien que pour aller dans le Londres noir, il faut passer par le Londres gris, et pour aller dans le Londres gris, il faut passer par le Londres rouge. On se comprend. Et un jour, donc dans le Londres blanc, en fait il va se faire appeler dans le Londres gris, on va lui mettre une pierre, et en fait de là il va se rendre compte qu'il s'est fait piéger, et il va vouloir aller se cacher dans le Londres blanc. Seulement il va se faire voler cette pierre par Lila, qui elle est une jeune fille voleuse, pickpocket, qui rêve donc de piraterie. Et de là va s'en suivre tout un système d'aventure pour les deux. Voilà. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été happée par leur histoire, par tout ce qui se passe, par l'univers quelque peu commun. Enfin, il n'est pas commun du tout en fait. Voilà. Par le truc de oui, dans un, il y a la magie n'existe pas, etc. Et qu'est-ce que je vous dis, je l'ai lu. Enfin, je sais pas si je l'ai lu très rapidement, mais j'ai adoré. En tout cas, ça c'est déjà clair net, j'ai adoré. Voilà. Donc on va le ranger directement parce qu'il a déjà été présenté en update lecture. Voilà. Donc après j'ai lu Calendar Girl de juin de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Et donc dans celui-là, Mia va se rendre à Washington DC pour servir de faire valoir à Warren Shipley, donc qui est un homme d'affaires, et son fils Aaron Shipley, lui est un jeune, le plus jeune des sénateurs des États-Unis. Donc elle se doute bien que elle va pas coucher avec Warren. Voilà. Mais Aaron, pourquoi pas. Et dedans en fait, donc on va suivre le travail qu'elle va devoir faire pour Warren, bien entendu, mais elle va également venir en aide à Warren, qui va se rendre compte que il peut se mettre en couple avec Kathleen, qui elle est avec eux depuis très longtemps. Elle était déjà là lors de la mort d'Aaron, et il va se passer dedans quelque chose en rapport avec Mia, qui aurait pu la détruire, mais elle a réussi à réagir. De là, en fait, elle va revoir Ty, elle va également reparler à Wes, à Hector. Elle va revoir également Mason, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, Mason. Et Rachel, du coup, donc elle va en voir beaucoup. Et j'ai beaucoup plus aimé que le tome précédent, en fait, que May, parce que je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Voilà, je peux pas non plus vous dire ce qui va se passer dedans, parce que voilà, mais
La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on entend vraiment très peu parler de sa meilleure amie et de sa sœur. Pourtant, je trouve qu'il y aurait quand même quelque chose à faire vers elle. Voilà, donc. Mais bon, on ne peut pas non plus placer tous les personnages dans tous les tomes, ce que je comprends. Donc ensuite, j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. Et donc dans celui-là, on va suivre l'histoire de Lily, qui en fait, durant toute son enfance, a vu son père battre sa mère être une totale soumise par rapport à son père. Voilà, autant dire la vérité. Une totale soumise par rapport à son père. Et un jour, elle va rencontrer Ryle, qui lui semble charmant, très ambitieux, un homme bien, etc. Et de fil en aiguille, ils vont sortir ensemble. Je crois que je vais devoir fermer la fenêtre. Donc de fil en aiguille, ils vont sortir ensemble. Seulement, Ryle a un caractère assez... comment dire, qui s'énerve facilement, et il va lui taper dessus une fois. Elle va dire ok, mais tu recommences une fois, je dégage. Et en fait, dedans, on va suivre l'histoire de Lily, qui passe de fille qui voit sa mère se faire battre à femme battue. J'ai apprécié l'histoire, mais en fait, ce qui me plaît le plus dedans, surtout, c'est le fait qu'on découvre à la fin, par une note laissée par Colleen Hoover, que l'histoire qu'elle a racontée dedans est l'histoire d'un membre de sa famille. Je ne vous dirai pas lequel, vous le découvrirez en lisant l'histoire. Voilà, d'un membre de sa famille qu'elle a raconté en bien sûr changeant des détails, etc. Et j'ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que ça a été presque un coup de cœur pour moi, comme November 9, que lui avait été un coup de cœur. Voilà, d'ailleurs je ne... Ah, ici il est là. Et je pense que je continuerai à lire du Colleen Hoover. Je le rangerai après. Et là, on va passer à ceux qui n'ont pas encore été présentés en début de lecture. Mais donc, vous verrez très prochainement, dès que j'aurai terminé celui que je suis en train de lire là. Donc, j'ai lu... Donc, en fait, après, j'ai lu Affaires et séduction. Puis, après, j'ai lu Les trains de la nuit de Sadie Matthews. Je vais le mettre là, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, qui est la suite donc, de L'étreinte des secrets. Ah, non, qui est la suite de L'étreinte de la nuit, pardon. Et ça, c'est L'étreinte des secrets, où on va toujours suivre Bess. C'est ça? Comme ça qu'elle s'appelle? Ouais. On va toujours suivre Bess, qui sait que Dominique est parti. Voilà. Et je ne vous cache rien, parce que si vous lisez le résumé, mais vous savez qu'il est parti, voilà. Où en fait, elle travaille toujours donc là où elle travaillait, seulement elle va avoir un contrat... un autre contrat proposé pour un autre patron, le même patron que Dominique. Donc elle va sauter sur l'opportunité pour essayer de retrouver Dominique. Et c'est quand même très différent en fait du premier tome, mais ça se laisse lire quand même, vu que j'ai mis la note de 3,5 sur 5 parce que j'ai bien aimé, et que on verra en fait dans le tome 3 ce que ça donne. Par contre, à la fin, je me suis dit ça part en n'importe quoi. Voilà. Je me suis dit qu'à la fin ça partait en n'importe quoi, et c'est surtout ça qui m'a beaucoup dérangé, c'est la fin. Je disais, celui-ci, c'est une grosse déception. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la couverture, mais elle est toute fraîche. Peut-être qu'elle était déjà comme ça avant, je ne sais pas. Et donc ensuite j'ai lu La fille du train de Paula Hawkins, donc aux éditions Pocket. Et en fait, si je l'ai lu, c'est tout simplement parce que j'avais déjà eu envie de le lire à la sortie du film en fait. Mais je me suis dit, quand il y a un livre qui est sorti, je vais lire le livre avant. Et dès que j'ai pu l'acheter, je l'ai acheté. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas réussi à accrocher à l'histoire. J'ai pas réussi à apprécier Rachel ou même Megan ou Anna ou Tom ou n'importe qui. J'ai pas réussi tout simplement. Pour moi, c'était... en fait, quand je sais que j'apprécie un thriller, c'est tout simplement parce que j'ai envie de découvrir le fin mot d'histoire, de découvrir le coupable, ce qui s'est réellement passé, etc. Tandis que là, je me suis dit, ouais... J'ai même pas fait d'hypothèse, rien du tout. Et quand j'ai découvert, je me suis fait... Oh, ok, d'accord. Voilà. Ouais, non, c'était pas... Tant pis, si vous voulez que je vous dise, je vais pas non plus me forcer à apprécier un livre qui ne m'a pas transporté, ça n'a pas été transcendant, et
En fait, ça m'énerve de descendre des livres comme ça, mais là, j'ai pas le choix, j'ai pas aimé. L'histoire en elle-même, une fille qui observe quelqu'un dans le train, une ex-femme alcoolique, etc. On en voit beaucoup, dans beaucoup de films, dans beaucoup de séries. Et ça m'a saoulée en fait, parce que j'ai l'impression que si tu vu et de revu le personnage de Rachel, bon, l'histoire, non, l'histoire derrière, non, mais le personnage de Rachel, si tu vu et du revu, tant pis. Et donc, comme j'ai pas aimé, je lui ai quand même mis la note de 2,5 sur 5. J'aurais pu le descendre plus. Mais c'est juste qu'en soi, c'est un thriller qui se laisse lire. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus. Et donc, ensuite, j'ai lu Harry Potter et les reliques de la mort. Donc de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. C'est ça, Gallimard Jeunesse, dans leur collection Folio Junior. Donc dans ce tome 7, Harry ne va pas retourner à Poudlard, mais va tout simplement partir à la chasse aux Horcruxes. Voilà. Et donc on va le suivre le long de toutes ses aventures avec Ron et Hermione, bien entendu. Voilà. Avec Ron et Hermione. Et donc j'ai, comme d'habitude, j'ai bien aimé ma lecture. Je l'ai lu plus rapidement en fait que les 3 autres, donc 4, 5, 6. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette lecture, c'est que je revoyais les images du film en même temps que je lisais. Donc j'ai l'impression que ça rendait ma lecture un peu plus vivante, si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est tout simple, donc en fait, comme je voyais les images du film, du moins ce qui a été mis dans les films, bien entendu, j'étais là en mode, comme quand je regardais les films, j'étais très attentive, je voulais absolument savoir là ce qui se passait, etc. Et ça m'a clairement donné envie de regarder les films, donc je pense que dès que le mauvais temps reviendra, je ferai comme chaque hiver un chocolat chaud devant la saga Harry Potter et je me ferai un marathon hivernal. Voilà. Et je trouve que dedans, en fait, chaque personnage travaille sur lui-même, que ce soit Harry ou Ron ou encore Hermione. Ils travaillent sur eux, donc ils travaillent sur eux, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils ressentent, etc. Et en fait, mais le truc que je trouve dommage dedans, c'est que on découvre pas si Harry recommence une nana à Poudlard pour avoir ses aspics pour faire le métier qu'il veut, ni si Ron et Hermione le font. Et on les voit juste 19 ans plus tard avec leurs enfants qui vont à Poudlard, etc. Voilà. Et comme d'habitude, Draco Malfoy est mon petit chouchou parce qu'il a sauvé la vie de Harry. Bon, Harry lui a bien rendu, hein, parce qu'il a sauvé la vie de Draco 2 fois. Drago, pas Draco. Ouais, on s'en bat les couilles. Bah quoique, Harry lui sauve la vie 2 fois en fait. Une fois avec les flammes et une fois à sa mère, parce que c'est grâce à lui que Narcissa ment à Voldemort. Ouais, voilà. Bien sûr, comme d'habitude, la mort de Severus. J'aime pas en fait de lire ce passage là, la mort de Severus, la mort de Sirius, la mort de Dumbledore. J'aime pas la mort de Dobby, pareil. J'aime pas en fait lire ces passages là, mais j'ai pas le choix parce que ça fait partie de l'histoire. Dans le film, j'ai pas le choix non plus parce que ça fait partie du film. Mais voilà. Mais bon, ça me dérange pas tant que ça, on va dire. Au bout d'un moment, on s'y habitue à la mort de Severus, Sirius, tout ça. On s'y habitue. Voilà. Et donc, le dernier livre, oui, donc Harry Potter, comme d'habitude, pas de notes. Et donc ensuite, j'ai lu Driven, tome 3, donc, qui s'appelle Crashed de Kay Bromberg aux éditions Le Livre de Poche. Et donc, on va continuer à suivre Riley et Colton après ce qui s'est passé à la fin du tome 2. Où en fait, on va commencer comme dans le tome 2 avec un point de vue de Colton. Voilà. Et on va bifurquer après vers Riley pour la suite, etc. etc., etc. Et comme les 2 autres tomes, ça a été un véritable coup de cœur. En fait, quand on parle de cette saga, première chose qui me vient en tête, c'est est-ce qu'on va arrêter de pleurer à un moment, en fait. Que ce soit de joie, de tristesse. En fait, ce livre-là, il m'a fait encore plus pleurer que les 2 précédents. Donc, même si les 2 autres étaient un coup de cœur, je peux dire que mon préféré pour l'instant, c'est celui-là. Sans hésitation. Voilà. Parce que j'ai adoré ma lecture, adoré ce qui se passe dedans, dis-nous moins de leur histoire, etc. Et franchement, je sais que ça va être adapté en film et je me dis, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir adapter ça en film en fait? Parce que vous pouvez être sûr que si je peux le regarder, je le regarderai à coup sûr. Mais vraiment à coup sûr. Et je continuerai le reste de la saga également. Ça c'est sûr et certain. Pour découvrir donc le tome 4 qui est sur Riley et Colton. Et après, suivant les personnages aussi, qu'il y en a sur Quinlan, un sur Tanner, donc Quinlan qui est la sœur de Colton.
Tanner qui a le frère de Riley. Sur Beckett, donc le meilleur ami de Colton, et la meilleure amie de Riley qui s'appelle Addie. Voilà. Et il y en a aussi sur un personnage que si je vous le dis, ça va vous spoiler toute la saga de Riley et Colton. Mais bref, voilà. Et je sais qu'il y en a aussi un qui est sorti, un 3.5 du point de vue de Colton, où on revoit tous leurs moments vécus du point de vue de Colton, mais également des moments inédits. Et celui-là, si un jour il sort en poche, je l'achèterai aussi. Voilà, donc c'était un coup de cœur et j'ai trop hâte de le lire. Et comme c'est un coup de cœur, je lui ai mis la note de 5 sur 5. Voilà. Et donc en fait, ce mois-ci, j'ai lu 4313 pages. Normalement, ça devait être 5000 si j'avais lu le reste que je devais lire. Mais bon, comme je dis, on peut pas tout lire non plus. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de partager si vous avez envie. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo qui sera normalement l'update lecture. Si pas, ça sera autre chose que je trouverai entre temps. On verra. Donc moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!